Bonsoir à tous et bienvenue, comme chaque soir, en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 25 novembre et à la une de cette édition, on va parler de cette séance plénière qui s'est tenue ce matin au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Intégration de Mayotte dans l'espace Schengen, projet de la piste longue, modification du budget primitif 2020. L'ordre du jour était aussi riche que passionnant. Il en ressort que 80 millions d'euros seront alloués à la piste longue. Concernant l'intégration à l'espace Schengen, une motion a été adoptée à l'unanimité. Yousra Mahadali, Ivan Rakotovao et Leslie Vumenet. C'est dans une assemblée réduite due aux mesures sanitaires que les membres du conseil départemental ont débattu ce mercredi matin. À l'ordre du jour, principalement, des questions relatives à l'économie et à l'immigration. Mayotte connaît depuis plusieurs années une immigration clandestine sans précédent, l'insécurité ne cessant d'être en hausse. Le département a proposé des solutions afin d'y remédier. L'entrée dans l'espace Schengen pourrait bel et bien être la bonne, d'après le président du conseil départemental, Sobahadine Ibrahim Ramadani. L'intérêt pour nous de nous inscrire dans cet espace est de pouvoir bénéficier des outils en hommes. C'est des militaires, c'est des navires qui viennent en appui de ce que l'État a déjà mis en place, l'opération dite Shikandra, n'est-ce pas? Et que donc l'agence Frontex apporte plutôt des moyens incomparables. Faire appel à de plus gros moyens, donc, c'est également ce qui attend le projet tant attendu de la piste longue. Ce projet, qualifié par le président du département d'historique, semble enfin pouvoir voir le jour. Un moment que j'appellerais historique, puisque vous savez que la réalisation de la piste longue de l'aéroport de Mayotte est une vieille revendication portée par plusieurs générations d'élus à travers plusieurs mandats successifs. Et jamais, au moment où je vous parle, on est aussi près de la réalisation de cette revendication grâce à l'engagement de 3 acteurs majeurs dans ce dossier. L'engagement au plus haut sommet de l'État du président de la République, qui était venu ici au mois d'octobre 2019, le dire lui-même. Deuxièmement, l'engagement de l'Europe que nous avons sensibilisé, puisque, vous le savez sans doute, je préside la conférence des présidents régions ultrapériphériques de l'Union européenne et je suis donc, à ce titre, interlocuteur privilégié en direction des autorités européennes. Nous l'avons donc sensibilisé et l'Europe s'engage dans l'apport de son financement. Et enfin, le conseil départemental qui, à travers son plan de mandature, avait déjà inscrit la piste longue comme projet, des grands projets à réaliser. Donc, moi, je suis optimiste pour dire que les travaux vont commencer en 2022 pour une durée de 3 à 4 ans. Une réalisation qui a un coût, 250 millions d'euros estimés, comprenant un plan de financement de 80 millions d'euros de la part du département. Ajouté à cela 50 millions d'euros alloués par l'Europe et le reste à la charge de l'État. Même si les discussions autour du projet semblent toucher à leur fin, il reste néanmoins une question essentielle, celle du scénario choisi concernant la réalisation. L'ex-président du Conseil général, Daniel Zaidani, nous fait part de son ressenti. Bien évidemment, nous attendons de voir quel sera le schéma final qui sera proposé par l'État. Mais il est impératif, puisque vous le savez, je suis de Pamandzi, donc la piste est également à Pamandzi, de s'assurer que les résidents, les habitants qui sont à proximité de cet aéroport ne soient pas pénalisés, notamment si demain on venait à empiéter en direction du village, mais pas exclusivement sur la mer. Alors moi j'ai toujours, à titre personnel, plaidé pour la piste convergente, c'est-à-dire celle qui longe le village de Pamandzi côté mer, ce qui permet, qui a plusieurs atouts d'ailleurs, qui permet dans un premier temps de contourner le village, c'est-à-dire qu'on ne passerait plus au-dessus du village et on écarterait ainsi tous les risques aériens potentiels. Dieu merci, nous n'en avons jamais eu jusqu'à présent, mais tout peut arriver. Et deuxièmement, ça permettrait ainsi de libérer
les constructions sur Pamandzi, notamment les constructions verticales. Aujourd'hui, nous sommes limités dans nos constructions alors que nous avons un des territoires, une des communes les plus petites de l'île et donc la concentration la plus forte. Donc c'est pour cela que cette piste-là est privilégiée et de la même manière, je crois qu'effectivement ça permettrait aussi de relancer l'activité économique sur le village de Pamandzi parce que cela va générer de l'emploi et cela va générer, je l'espère, comme tout le monde, un trafic aérien plus intense et donc des prix moins élevés. La séance s'est achevée sur les interventions du chargé des finances, Ben Issa Ousseni, concernant la modification du budget primitif. En effet, ce dernier étant à la hausse cette fin d'année, l'élu préconise le report d'une partie du budget primitif de 2020 sur l'année prochaine. Ce mercredi 25 novembre marquait la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. À Mayotte, l'ACFAV se mobilise tout au long de la semaine pour sensibiliser la population sur le sujet. Cette année, une thématique bien particulière a été retenue, celle des violences économiques. Une réalité toujours plus présente sur le territoire, mais pourtant passée sous silence. Écoutons plutôt Agnès Donard, la chargée de communication de l'ACFAV, lors de la matinale de Kwesi. Les violences économiques, ça fait partie des violences psychologiques en fait. En réalité, ça va avec tout le reste. Hein. Les violences, c'est les insultes, c'est le dénigrement, c'est le harcèlement. Hein. Quand vous dites perpétuellement à quelqu'un qui vaut rien, que sans moi tu ne serais rien, où est-ce que tu irais, personne ne voudra de toi, etc. Donc à partir du moment où la femme, elle a plus de pouvoir de décision par rapport au budget familial, par rapport à elle-même, elle peut avoir des difficultés pour acheter, pour nourrir ses enfants, pour acheter, voilà. On voit même des pères qui ici à Mayotte perçoivent les allocations familiales et les détournent. C'est vrai. Donc c'est vrai. la sécurité sociale, la CSSM coupe ces allocations, quitte à, voilà, parce que de toute façon elles n'arrivent pas aux enfants qui sont bénéficiaires. Direction la commune de Tsingoni à présent. Depuis lundi, nous vous proposons de découvrir les richesses du centre-ouest. Ce soir, plongée au cœur de la plus ancienne mosquée de France, fondée autour du XIIIe siècle, elle a connu plusieurs transformations jusqu'à devenir mosquée royale du temps où Tsingoni était la capitale de Mayotte. Retour 8 siècles en arrière dans ce reportage signé Ivan Rakotovao. Elle veille sur Tsingoni depuis plus de 800 ans. Reconstruite à plusieurs reprises, la plus vieille mosquée de France a bien changé au fil du temps. Mais elle conserve tout de même son cœur historique. Toutes les murs à l'extérieur là-bas sont construites au XVIe siècle par le sultan Issa. Il a agrandi, en fait c'est un agrandissement de cette ancienne mosquée qui, les 4 murs ici à l'intérieur, dateraient du XIIIe siècle. La mosquée a été agrandie au fil des siècles, au point de devenir mosquée royale du temps où Tsingoni était la capitale de Mayotte. Alors, ce mihrab date du XVIe siècle. Il a été construit par le sultan Issa qui est arrivé au XVIe siècle et qui a voulu faire de cette mosquée une mosquée royale. Donc lui, il a construit des murs à l'extérieur et offert ce mihrab par rapport à ce qui est écrit ici, que ce mihrab, il est offert par le sultan Issa en 944 de l'Hégire. Donc 944 de l'Hégire, ça donne 1538. Ici, chaque élément a une histoire entourée de mythes et légendes, comme le minbar, victime de pilleurs. L'histoire, c'est que ce minbar n'est pas d'origine, mais il était en bois. Et actuellement, il se trouverait, c'est le conditionnel, à Moutsamoulou, dans la mosquée de vendredi en juin. Donc, ce minbar, il est quand même construit avec de la pierre de corail, comme l'ensemble de la mosquée ici. La mosquée a été classée monument historique en 2015. Une reconnaissance qui s'inscrit dans un long travail entrepris par la commune de Tsingoni pour valoriser un trésor du patrimoine mahorais.
Demain débute la 25e conférence des présidents des régions ultra-périphériques de l'Europe. Mayotte préside actuellement les RUP en sa qualité de 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Une présidence quelque peu entravée par la crise sanitaire. En effet, les autres membres ne viendront pas sur notre île et tous les échanges auront lieu par visioconférence. Néanmoins, cette année aura permis à Mayotte de s'ancrer encore davantage dans l'Union européenne. Écoutons plutôt Mohamed Siti au micro de Léonard Audier. C'est un coup de projecteur pour Mayotte, puisque nous avons été l'interlocuteur privilégié des instances de Bruxelles et des instances nationales. Nous parlons au nom de 8 autres régions ultrapériphériques. Donc nous étions au cœur des discussions. Et d'ailleurs, nous avons pu, par rapport aux autres mandats, nous avons pu encore élever, puisque nos discussions, on a pu même discuter en direct avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui souvent, c'était les années passées où on se cantonnait avec la commissaire en charge de la politique de colonisation. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi sécurité globale ou encore le droit de retrait des personnels du lycée de Dzoumogné. Au montage, Leslie Vieux-Monet. Samedi matin, le préfet Jean-François Colombet, accompagné du sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine et du directeur territorial de la police nationale, s'est rendu au service territorial de la police aux frontières. Il a ainsi remis 2 véhicules supplémentaires aux unités d'interpellation. Selon la préfecture, cette démarche s'inscrit dans la montée en puissance de l'opération Chikandra, qui prévoit un renforcement des effectifs, un renforcement des moyens et une organisation optimisée pour lutter contre l'immigration clandestine. Le préfet a profité de cette occasion pour rappeler la priorité accordée à cette mission et a encouragé les forces terrestres, maritimes et d'investigation à poursuivre et à augmenter leurs efforts en faveur de la lutte contre l'immigration clandestine. Pour rappel, en 2019, plus de 27 000 personnes en situation irrégulière sur le territoire ont été expulsées de l'île, ce qui constitue un record. Dans le cadre de la préparation du PDASR, plan départemental d'action de sécurité routière, le préfet de Mayotte a lancé un appel à projet pour l'année 2020 sur le site internet de la préfecture. Cet appel à projet vise à impliquer et mobiliser différents acteurs dans la lutte contre l'insécurité routière. Les actions proposées doivent être cohérentes avec les enjeux prioritaires du territoire. Ces actions traiteront des thèmes suivants: les addictions, les jeunes, les seniors, le partage de la voirie, les piétons, les 2 roues motorisées, la vitesse, les distracteurs et les risques routiers professionnels. Si vous souhaitez organiser une opération de sensibilisation ou de prévention à Mayotte, vous avez la possibilité de télécharger les documents de l'appel à projet sur le site de la préfecture. Ces projets doivent être transmis par mail ou déposés au bureau de l'unité d'éducation et sécurité routière de la DEAL à Kaweni. La date limite de remise des projets a été repoussée au 29 mars 2020. L'autorité de gestion du programme de coopération Interreg 5 Mayotte-Comores-Madagascar lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités territoriales, chambres consulaires, associations, entreprises ou groupements d'entreprises, universités, établissements publics et autres organismes ciblés par le programme pour mettre en œuvre l'ensemble des projets de coopération entre Mayotte et l'Union des Comores et ou Madagascar. Cet appel doit permettre aux instances de programmation d'avoir un aperçu des idées de projets susceptibles de répondre aux orientations et objectifs spécifiques du programme. Les structures intéressées par cette initiative sont invitées à présenter leurs projets au plus tard le 30 avril 2020 au travers du formulaire synthétique téléchargeable sur le site www.europeamayotte.fr. L'appel à manifestation d'intérêt constitue un mode de présélection des projets susceptibles d'être financés par le programme Interreg et les autres fonds nationaux. Ce mercredi 25 novembre devait être placé sous le signe du sport. L'UNSS organisait une journée kayak intercollège et plusieurs spots balnéaires de l'île devaient être le théâtre de ces manifestations. L'événement aura finalement pâti du droit de retrait des chauffeurs de bus suite aux événements de Dzoumogné. Malgré ces déconvenues, certains élèves ont tout de même pu donner quelques coups de pagaie. Exemple à la plage du Faré où une classe de 4e du collège de l'Abattoir a pleinement profité de la journée. Jaïdi Maoulida s'est rendu sur place. Reportage. Il n'était qu'une vingtaine au rendez-vous aujourd'hui.
L'UNSS avait organisé une série de rencontres sportives entre les collégiens de Lille. Malheureusement, et contre leur gré, beaucoup d'entre eux ont dû renoncer à la journée. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'était la journée de promotion kayak, donc en petite terre. On devait accueillir des collègues du coup de Grande Terre qui n'ont pas pu venir à cause des grèves de bus. Mais avec l'assiduité et la motivation d'une vingtaine de jeunes de l'abattoir, on a quand même organisé une petite matinée. Donc l'objectif c'était d'aller découvrir les tortues qui viennent se nourrir et vivre proche de l'aéroport. Malgré la déception de ne pas rencontrer leurs camarades de Grande Terre, l'expérience a plutôt été bien accueillie par les élèves du collège Bouenim Titi de l'abattoir. Je suis content parce qu'on est parti vers l'aéroport, on a regardé des tortues, des raies. J'aime faire du kayak parce que c'est pas comme les autres sports. Ça, on découvre soit les îlots, soit des endroits où on n'est jamais allé. On découvre les espèces sous-marines comme les tortues, les poissons. Actuellement, dans un contexte difficile, l'organisation de ce genre de journée permet d'espérer un brin de solidarité entre les jeunes Maoris. L'objectif, il reste celui poursuivi par l'UNSS, il reste le même, c'est-à-dire favoriser la rencontre de différents jeunes, de différents quartiers, de différentes villes, pour accentuer des valeurs telles le partage, le respect de la différence, la solidarité. Et puis donc du coup, à travers le sport et les valeurs que le sport revêt, nous on essaye d'accentuer ça justement via des événements comme tels. D'autres événements de ce type seront prévus dans les semaines à venir et notamment les championnats académiques. Il ne reste plus qu'à espérer que les conditions soient réunies pour la suite. Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Poésie.